Stratégie de développement de la profession. Présentation des conclusions des groupes de travail. Premier groupe de travail, cœur de métier. Rapporteur, Olivier Barret. C'est bon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Alors, je vais vous présenter un dossier, un sujet. Si vous vous endormez, ça sera sûrement de la faute du présentateur, parce que mon sujet, je pense que vous allez tout comprendre. Ça sera un peu plus simple. Voilà, aujourd'hui en France, nous avons 56 milliards d'impayés. 56 milliards d'impayés, 60% des entreprises clientes ne respectent pas le délai maximum pour régler leurs factures. Un quart des faillites des PME sont imputables à ces retards de paiement. Que faire? Vous avez bien vu les chiffres qui ont été annoncés, 56 milliards. Que faire donc? Faut-il, dans ce contexte, dire que l'huissier de justice peut prétendre à un avenir professionnel bien meilleur? Plusieurs pistes. Doit-on redéfinir notre rôle dans le monde économique? Doit-on envisager de nouvelles actions? Ou bien simplement se dire on peut très bien rester comme ça. Nous sommes dans une société de consommation, tout est poussé à la consommation. Malheureusement, consommation pas forcément très encadrée. Qui dit consommation dit impayé, qui dit impayé, matière qui peut nous revenir naturellement. Notre histoire est principalement fondée sur une évolution, une adaptation de l'huissier de justice par rapport au monde qui l'a toujours entouré. On a connu dans l'histoire des huissiers de justice plusieurs périodes, et des périodes cruciales. On peut se poser la question, actuellement, est-ce qu'on se trouve ou pas dans une période cruciale? On peut s'interroger, pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes dans un contexte économique et social extrêmement rude. Nous avons une concurrence dans le domaine du recouvrement qui se développe en pleine croissance. Le marché est totalement ouvert, que ce soit en France ou en Europe. Enfin, nos clients sont de plus en plus exigeants. Au jour d'aujourd'hui, on ne nous demande plus d'essayer de recouvrer, on nous demande une action positive. On veut absolument du résultat. Alors notre objectif, éviter toute inertie et anticiper l'évolution du marché. Notre objectif, développer notre savoir-faire. Et pour ce faire, la réussite ne s'imposera que par un changement de nos mentalités et de nos comportements. On a proposé un concept. Le concept qui, à mon sens, peut rallier la profession, le monde économique. Il est simple, il est équitable, ça sera du gagnant-gagnant. L'huissier de justice au sein de l'entreprise, à savoir, il nous faut allier nos compétences professionnelles, les technologies nouvelles, au monde de l'entreprise. Le constat aujourd'hui, notre image est principalement associée à l'impayé. On vient voir l'huissier de justice lorsqu'on a un problème. On vient voir l'huissier de justice parce qu'on n'a pas été payé d'une facture, d'un loyer ou autre chose. Si on crée une flèche, la chaîne du risque, la position du curseur huissier de justice se trouve immédiatement en dessous de l'impayé. Le réflexe à adopter demain. Le schéma est déjà en bas, c'est s'affirmer non plus comme un prestataire, mais comme le partenaire de l'entreprise. Aujourd'hui, il nous faut penser client et pas seulement impayé. J'insiste bien sur ce thème. Il faut mettre en deuxième plan le terme impayé, mais en premier plan le terme client. L'impayé restant simplement une accroche dans la relation commerciale. Une accroche, certes, peut-être tardive, mais une simple accroche. Nous devons raisonner en termes de client. Et là, maintenant, sur la flèche
Sur cette flèche, vous voyez bien l'impayé toujours au centre, mais la position du curseur complètement à gauche par rapport à tout à l'heure. Et cela va nous donner des avantages directs. On reprend le petit schéma avec cette flèche, l'huissier complètement à gauche, un accroissement du rôle de l'huissier de justice. L'huissier de justice, on le connaît pour le recouvrement, mais maintenant on va le connaître pour la prévention. On va identifier les risques en faisant des diagnostics. On va évaluer ces risques. On va pouvoir proposer des solutions. Et là, à mon avis, on va pouvoir développer encore plus une matière souvent négligée par la plupart d'entre nous, à savoir le conseil, donner des conseils. Le concept alors qui a été posé, l'huissier de justice se positionne au niveau de la facture. Au niveau de cette facture, quel est le principe? Il apposera une estampille reconnaissable sur chaque facture. Cette estampille, ce n'est pas votre logo, ça sera une estampille à définir qui sera reconnaissable aussi bien par l'entreprise que par le consommateur. Un processus en collaboration avec un assureur, bien entendu, pour couvrir les premiers frais de gestion. Enfin, un traitement dématérialisé. Pourquoi? Parce que vous pensez bien, si on se positionne au niveau de la facture, ça dégage automatiquement du volume. Donc, il faut que le traitement soit dématérialisé. Très simple, au jour d'aujourd'hui, l'entreprise émet des factures. Côté entreprise, ces factures sont transmises à l'huissier de justice. Elles sont supervisées, elles sont vérifiées. Avec la collaboration d'une assurance, l'assureur va pouvoir transmettre à l'entreprise un formulaire d'engagement et un contrat. Trop vite. Côté consommateur, la facture, elle est labellisée avec le fameux logo inventé ou à créer. Elle sera directement envoyée, expédiée au consommateur et on pourrait envisager, dans le cadre de ce traitement dématérialisé, le suivi, l'expédition et le suivi du paiement. L'hypothèse numéro 1, vous avez compris, côté consommateur, on expédie via l'huissier de justice cette facture. L'hypothèse numéro 1 est très simple, c'est-à-dire que le consommateur paie sa facture directement à l'entreprise, fin du processus. Retenez bien ce petit schéma. L'hypothèse numéro 2, le consommateur ne paie pas sa facture. À ce moment-là, l'huissier de justice intervient. De manière numérique, on va relancer par courrier des relances et une demande de titre. Bien entendu, là encore, deux hypothèses. La première hypothèse, après cette relance, il y a un paiement et on arrive à la fin du processus. Et la seconde hypothèse, il n'y a pas de paiement et là, c'est la procédure d'exécution. L'intervention de l'huissier de justice. L'intervention de l'huissier de justice, on a fait le pari de choisir la compétence territoriale. Pourquoi? Justement pour, comme je vous avais dit tout à l'heure, un système gagnant-gagnant, un système d'équité, un système juste. Pour résumer, le circuit, l'entreprise émet des factures, collaboration assureur, huissier de justice, un formulaire d'inscription directement à l'entreprise, proposition tarifaire. Ce matin, on avait évoqué le principe de l'abonnement, pourquoi pas. Ensuite, processus de labellisation, expédition, traitement numérique directement au consommateur, pas de paiement si on arrive à un paiement, c'est la phase amiable, on revient vers le créancier, l'entreprise encaisse ses fonds. S'il n'y a pas de paiement, à ce moment-là, via l'IP Web et redistribution des dossiers par la règle de la territorialité. Alors, quel public vise-t-on? Les grands groupes, on le sait très bien, sont parfaitement équipés. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nous, on vise les artisans, les très petites entreprises, les TPE, les PME.
Comment se faire connaître? Par des campagnes ciblées, très ciblées, presse spécialisée, salons, MEDEF, CPME, et surtout, ça va être développé juste après moi, la sollicitation personnalisée. Je rajouterai même que si le système, si ce concept est adopté et qu'il fonctionne parfaitement, le principal commercial pour ce concept, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Nos avantages à promouvoir. Le recouvrement, on connaît, c'est notre métier. La prévention, c'est notre avenir. Une compétence sur toute la chaîne du risque, du conseil à l'exécution. À mon sens, ce concept n'existe pas aujourd'hui. Vous avez soit des conseillers, soit des exécutants, mais il n'y a pas sur la chaîne du risque, au jour d'aujourd'hui, un seul intermédiaire. Une offre complète donc des services, ambition, prospective et stratégie de développement. Combien ça coûte? C'est ce qui nous intéresse. Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Alors, combien ça coûte? Je vous ai parlé d'assurance, je vous ai parlé de processus de labellisation, de traitement de procédure. Alors là, il faut s'adresser aux professionnels idoines. En matière d'assurance, évaluation par la compagnie. Seul un assureur peut évaluer des risques, seul un assureur peut vous dire votre prime d'assurance sera de temps, ça ce n'est pas notre métier. Le traitement numérique, bon, là aussi, ce sont des équipes techniques qui savent exactement évaluer le coût d'un papier qui part, ou le coût d'une expédition, ou le coût d'un suivi de tableau Excel. Et enfin, le tarif des huissiers de justice, notre tarif lorsqu'on passe dans la phase d'exécution, ça, c'est notre savoir-faire de tous les jours. Combien ça rapporte, à qui et comment? Et c'est là, à mon sens, où il est intéressant. Vous l'avez tous vu, pour que ce concept adhère, pour qu'il puisse fonctionner, il faut que les huissiers de justice captent toutes les factures et qu'on ne soit pas simplement au niveau de l'impayé. Si c'est pour rester au niveau de l'impayé, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on n'aura pas changé nos mentalités, on n'aura pas changé nos comportements. Il faut aller chercher le client le plus en amont possible. Pour que ça marche, il faut aller capter la facture et non pas l'impayé. C'est un concept qui est fondé sur l'équité, c'est un concept qui est fondé sur le principe de territorialité. Enfin, c'est un concept qui est fondé sur le principe d'une rétribution. Une rétribution entre qui? Entre tout le monde, à savoir l'assureur, l'équipe de développement qui expédie, qui traite, qui labellise, et la communauté des huissiers. La communauté des huissiers, c'est un principe, si vous voulez, dans l'exemple suivant, c'est-à-dire le principe gagnant-gagnant. On ne gagne pas à la fin, on gagne dès le départ. Exemple 1. Pour comprendre, ça va être un peu plus facile. Facture de 100 €. Taux de prestation, assurance plus traitement, honoraire à définir à la charge de l'entreprise. On se positionne au niveau de la facture, on est dans de l'amiable. Donc, ça sera forcément à la charge de l'entreprise. De là est engendrée une procédure de labellisation, de traitement, d'expédition. L'hypothèse numéro 1, le consommateur paie. Si le consommateur paie, c'est une très bonne nouvelle. Il ne faut pas dire, en fait, attendons l'impayé pour qu'on puisse engendrer derrière des actes. Absolument pas. Absolument pas. On a tout intérêt également à ce qu'il paye à ce niveau. Pourquoi? Parce qu'il y aura une répartition des honoraires de la prestation. Elle profitera au prestataire du traitement, à l'assurance et à la communauté des huissiers de justice. Ce principe évite, lorsqu'on a appliqué toutes les règles, et notamment recueillir les factures en amont, évite d'avoir des petites ou des grosses structures. Simplement, toute la communauté est bénéficiaire à ce niveau. Toute la communauté. Il n'y a plus de petites ou de grosses structures, il y a des huissiers de justice. Et ce système est profitable à tous les huissiers de justice. L'hypothèse 2,
le consommateur ne paie pas. L'IP web est transmis suivant la compétence territoriale. En ce qui concerne la première partie de la prestation, à savoir, il y a toujours cette répartition entre le traitement par les développeurs, l'assurance et la communauté des huissiers. Ensuite et seulement ensuite, les frais de procédure de l'IP web seront payés par l'assurance, notre partenaire, directement à l'étude territorialement compétente. Cette même étude territorialement compétente, s'il n'y a pas de fin de processus à ce niveau-là, pourra engager des frais, bien entendu, à la charge de l'huissier de justice. Donc, à ce niveau-là, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a tout intérêt à obtenir, à mettre en place ce principe. Toute la communauté des huissiers perçoit dans le premier bloc, et dans le deuxième bloc, celui qui va percevoir plus, c'est simplement celui qui aura en charge le dossier. Voilà, c'était mon intervention. J'espère ne pas avoir été trop court ni rapide. Voilà, je voulais simplement remercier mes copains. Mes copains, c'est Christine Vallès, Régis Granier, Muriel, Philippe et Yann Duchemin. Voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Merci. Troisième groupe de travail, sollicitation personnalisée. Rapporteur, Christophe Pellissier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, sollicitation personnalisée. Donc, on va faire un petit peu l'histoire de cette sollicitation personnalisée. Alors, l'aventure a commencé par la directive service du 12 décembre 2006 qui prévoyait pour les États membres la suppression de toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées. Donc, première pierre mise au niveau européen, qui s'est traduite par la loi du 18 novembre 2016 sur la justice du XXIe siècle, qui a consacré le principe de la sollicitation personnalisée et de la proposition de services en ligne pour les professions d'huissier, de notaire, commissaire-priseur judiciaire et avocat à la Cour à cassation et au Conseil d'État. Donc ensuite, un cadre réglementaire, un projet de décret qui nous a été communiqué au mois d'octobre. Ce projet de décret n'a pas encore été publié. Et puis le règlement déontologique national, notamment les articles 6 à 11. Il faut savoir que ce règlement déontologique national a été voté la semaine dernière par l'Assemblée générale et qui sera validé, je pense, par la chancellerie d'ici à la fin de l'année. Et donc les articles 6 à 11 sont relatifs aux règles relatives à la communication. Alors, en plus de ces textes concernant notre profession, il existe aussi la loi de 2014, la loi Hamon, qui avait prévu cette sollicitation personnalisée et un petit peu plus, puisqu'elle avait prévu la publicité pour les avocats. Donc depuis 2014, les avocats ont la possibilité d'utiliser la sollicitation personnalisée, mais également la publicité, ce qui a donné lieu notamment à la rédaction d'un VDMecum d'une centaine de pages sur les bonnes pratiques à utiliser par les avocats. Donc alors c'est vrai qu'elle est intéressante aussi cet éclairage de la profession d'avocat puisqu'ils ont un petit peu de l'expérience, un petit peu plus que nous là-dessus. Alors eux ils considèrent que la sollicitation personnalisée ça permet à l'avocat, contrairement à la publicité, qui vous vous rendez compte que vous offrez et vous offrez une information, vous attendez que le client vienne vous solliciter, eh bien la sollicitation personnalisée, elle va permettre à l'avocat, donc à l'huissier, de proposer directement ses services à une personne physique ou morale déterminée, et cette personne ne l'a pas sollicité préalablement. D'accord ? Alors, c'est vu aussi pour les avocats comme une nécessité de collecter des données à caractère personnel, notamment l'adresse postale ou électronique,
pour constituer un fichier de clientèle ou un fichier de prospect. Alors c'est vrai que quand on parle de développement de stratégie, et quand on parle de nouveaux produits, quelle est la meilleure façon de faire connaître ces nouveaux produits? Alors certes, il y a toute la communication de la Chambre nationale qui est faite, mais je crois que la sollicitation personnalisée, il faut le considérer aussi que ça va être un relais pour que chaque étude, chaque professionnel, puisse informer sa clientèle et au-delà de sa clientèle potentielle, des nouveaux produits, comme tout à l'heure ce qui nous a été présenté sur les factures. Quel moyen plus facile de le faire directement auprès des entreprises, par les études elles-mêmes. Donc c'est-à-dire que pour moi, la sollicitation personnalisée, c'est aussi un relais qui va profiter, bien sûr, individuellement, mais collectivement aussi à toute la profession. Alors je sais que cette sollicitation personnalisée crée des craintes, une inquiétude. C'est vrai qu'elle bouleverse notre fonctionnement parce qu'on n'est pas habitué à communiquer individuellement avec les justiciables et des clients potentiels. Ça a été le cas pour les avocats et en fait on se rend compte que finalement ça ne se passe pas si mal pour les avocats, même s'ils ne l'utilisent pas forcément encore. Mais je crois que c'est un levier de développement qui est important quand même. Alors on va essayer de voir le cadre juridique, on l'a un petit peu vu. On va essayer de voir la définition de la sollicitation personnalisée, puis ensuite le contenu de ce décret. Alors, le règlement déontologique qui a été voté la semaine dernière, et notamment dans son article 6, distingue 3 types de communication. Alors, la publicité fonctionnelle, c'est-à-dire faire connaître la profession et son organisation au niveau national. Bien sûr, cette publicité fonctionnelle et de la compétence de nos institutions. Ensuite, on a l'information professionnelle. Bon, ben, c'est tout ce qu'on va faire grâce à nos plaques, grâce à nos cartes de visite et tous nos documents destinés à la correspondance. Et puis, à côté de ces 2 modes de communication, ce nouveau mode de communication qui est la sollicitation personnalisée. Et qui tend à quoi? À promouvoir les services à l'intention d'une personne physique ou morale déterminée. C'est-à-dire que c'est vraiment, on propose nos services à une personne morale déterminée, qui peut être une personne physique ou une personne morale. Alors, ce règlement déontologique national est également venu réglementer l'image et tout ce qui est lié à l'image de la profession, en déterminant que toute intervention lors d'une manifestation publique de promotion de la profession, et notamment la participation à des colloques, des séminaires, à la presse écrite, les émissions de radio et de télévision, doivent faire l'objet d'une information préalable à la Chambre nationale. Alors, les conditions de forme de cette sollicitation personnalisée. Alors, les supports autorisés, c'est l'envoi postal ou par courrier électronique. D'accord? Donc, à une personne physique, morale, déterminée, ou une personne physique, ou morale déterminée. Sont ainsi exclus dans la sollicitation personnalisée l'envoi de SMS, l'envoi de MMS, les déplacements physiques pour aller faire du démarchage, les appels téléphoniques, mais également toutes les sollicitations qui seraient en rapport direct avec une affaire particulière. Donc, pour vous rappeler, la sollicitation personnalisée, c'est l'envoi d'un courrier postal ou électronique pour proposer des services à une personne physique déterminée ou une personne morale. Alors, les conditions de fond. Bien évidemment, cette information doit être sincère sur la nature des prestations. Les respects des principes essentiels de notre profession, puisque nous sommes officiers ministériels, c'est-à-dire les principes essentiels de dignité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse. Aucun élément comparatif ou dénigrant n'est accepté. Et il va falloir faire une proposition d'une offre de service permettant de répondre à un besoin particulier. Il ne s'agit pas d'écrire pour dire « je suis huissier de justice, je peux tout faire pour vous ». Il faut bien proposer effectivement un service. Et dès lors que vous proposez faire une proposition de service, vous allez indiquer les modalités et la détermination du coût. Alors, s'il s'agit d'une prestation tarifée, vous allez indiquer le coût
qui s'applique. S'il s'agit d'une prestation qui fait partie du tarif libre, vous devrez indiquer soit la façon de le calculer, soit de faire la possibilité de faire un devis. Alors, le champ d'application de cette sollicitation personnalisée, c'est nos cœurs de métier, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis le règlement national de déontologie considère que dans le cadre de son activité accessoire d'administrateur d'immeuble, l'huissier de justice est autorisé à faire de la publicité sur tous les supports qu'il juge appropriés, tout en conservant, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, les principes de modération, les principes de retenue et de dignité attachés à cette fonction principale. Et il demeure à l'occasion de son exercice, de son activité accessoire, responsable de l'image qu'il donne de la profession d'huissier de justice. Voilà. Donc pour dire rapidement, effectivement, on attend la promulgation de ce décret, qui devrait intervenir soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine, que j'estime qu'effectivement c'est relativement important pour justement faire connaître et faire reconnaître à la fois nos cœurs de métier, mais aussi toutes les nouvelles activités, et penser à l'activité de commissaire de justice qu'on aura d'ici quelques mois ou quelques années. Quel moyen plus facile de le faire connaître à nos futurs clients que par la sollicitation personnalisée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Second groupe de travail, activités accessoires. Rapporteurs, Benoît Santoire et Olivier Petitjean. Merci. Monsieur le Président, chers consoeurs et chers confrères, permettez-moi d'associer à ce groupe de travail Olivier Petitjean, bien sûr, mais également Jean-Michel Rousseau, qui je crois est dans la salle, et Stéphane Hubert. Voilà. Notre constat était le suivant. Il était double. Il existe une fracture importante entre les territoires métropolitains et les territoires ruraux et semi-ruraux sur l'exercice des activités accessoires et tout particulièrement sur l'exercice de l'activité accessoire d'administration d'immeubles et de syndic de copropriété. Et d'autre part, il y a une augmentation significative du nombre de confrères qui souhaitent se former à ces nouvelles activités. Il y a un déclin de l'activité monopolistique. Pour vous donner un exemple, si vous le permettez, celui de mon office. Nous exerçons avec mon associé dans un département rural, la Meuse, dans une petite ville de 18 000 habitants, Verdun. Et ces dernières années, les activités monopolistiques ont considérablement diminué. Nous avons vraiment décidé avec mon associé d'investir massivement dans le savoir-faire sur l'activité d'administrateur d'immeubles et de syndic de copropriété. Et nous sommes passés en quelques années de 1 salarié à temps complet à aujourd'hui 5 salariés. Cette activité de syndic, on a senti une volonté des copropriétaires de venir vers nous pour le savoir-faire, et parce que tout au long de ces derniers mois, lorsque j'ai arpenté les salons, notamment le salon de la copropriété, j'ai senti que les syndics bénévoles se détournaient aujourd'hui des grosses enseignes et qu'ils recherchaient un véritable juriste de proximité à leur écoute. J'ai constaté également que la loi Allure avait considérablement complexifié les rapports juridiques entre le syndicat des copropriétaires et les syndics bénévoles. Donc c'est la première piste que nous avons mis en place et ça a plutôt bien fonctionné. La seconde, et c'est Olivier qui va vous en parler dans quelques instants, qui va vous poser cette problématique, c'est une offre de gestion immobilière à destination des collectivités territoriales. Alors, merci Benoît et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais témoigner non pas en tant qu'huissier de justice, mais en ma qualité de maire d'une commune de 2700 habitants, Bagnoles-de-l'Orne, Normandie,
dans l'Orne, pour lequel j'ai été amené à être confronté à des problèmes de gestion dans le cadre de la gestion de mon patrimoine communal. Vous savez qu'il y a 36 000 communes en France, près de 5 millions de logements sociaux, que toutes les collectivités locales, toutes les petites mairies possèdent effectivement un patrimoine immobilier. Qui n'a pas rénové effectivement un ancien presbytère, qui n'a pas rénové une ancienne poste, une ancienne école désaffectée, pour derrière lui donner une vocation locative. Ce logement locatif, alors il peut être un logement locatif social, puisqu'il a pu être financé dans le cadre effectivement de dispositifs sociaux, mais il peut avoir aussi été financé sur les fonds propres de la collectivité et tomber dans le patrimoine privé de la collectivité et être régi par les dispositions d'ordre commun et de droit public. Or, aujourd'hui, les collectivités, il y a un principe qui s'applique à elles, c'est la séparation entre l'ordonnateur et le payeur. L'ordonnateur, c'est la collectivité, le payeur, c'est le comptable public. Et le comptable public, il est chargé non seulement, bien sûr, d'émettre les mandats, mais aussi de récupérer l'argent. Sauf que la collectivité n'a pas forcément une vision très précise de ce qui se passe à ce niveau-là par rapport au comptable public. Il nous arrive, vous l'avez sûrement constaté dans vos études, que des maires soient venus vers vous avec des dossiers d'impayés locatifs très importants. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement, pour l'ordonnateur que nous sommes, les maires, une absence de vision de cette situation comptable. On demande certes régulièrement des états à la trésorerie, mais aujourd'hui, vous savez que de plus en plus, les services publics se contractent, qu'il y a de moins en moins de personnel dans la gestion des collectivités territoriales, et nous avons beaucoup de mal à obtenir des états qui soient précis, frais de la situation comptable. Et donc nous sommes face des fois à des situations qu'on découvre. Personnellement, fin juin, j'ai découvert que concernant une occupation du domaine public pour lequel une redevance était due, ce n'était pas là effectivement un bail, le comptable public ne m'avait pas fait part que j'avais une dette, enfin que l'occupant avait une dette de plus de 10 000 euros. J'ai fait voter, moi, dans le cadre de la régie d'exploitation de cet équipement, j'avais fait voter un budget en équilibre qui ne faisait même pas état de la dette qui préexistait au 31 décembre. Vous voyez dans quel état j'avais été mis en méconnaissance d'une situation qui était préjudiciable pour la collectivité. Alors aujourd'hui, avec Benoît, il y a des choses qu'on pourrait effectivement proposer aux collectivités, c'est leur proposer effectivement de pouvoir bénéficier de nos services pour assurer la gestion de leur patrimoine communal. Il y avait cependant une difficulté, c'est que comme nous ne sommes pas comptables publics, on ne peut pas manipuler des fonds publics. Sinon, nous devenons des comptables de fait, c'est de la gestion de fait. Et cette gestion de fait, effectivement, elle est répréhensible. Cependant, en 2014, une disposition est intervenue et le législateur permet aujourd'hui à des organismes privés et en conséquence aux huissiers de justice de pouvoir solliciter effectivement un tiers pour qu'il vienne gérer notamment son patrimoine, notamment dans le cadre de la gestion de biens. Voilà, Benoît. C'est une chance de l'avoir, hein. C'est un délégué de la Chambre nationale, mais c'est aussi un maire. Je crois que c'est le seul, d'ailleurs, que je connaisse. Et je suis très content qu'il ait pu nous parler de cette problématique. Cette loi de 2014, c'est une loi très récente, et son décret d'application 2015 permet effectivement à l'huissier de justice, en fait à tout organisme privé, de gérer les immeubles d'une collectivité territoriale. À titre d'exemple, nous l'avons mis en application dans la Meuse, avec l'aide du sous-préfet. Ça a pris un peu de temps, c'est un dossier technique, je ne vais pas vous l'exposer ici, ça nous a pris environ 6 mois. Nous avons gagné, en un peu moins d'un an, plus de 200 lots et environ 80 000 euros d'honoraires. C'est énorme,
Je vous rappelle qu'il existe 36 000 communes en France, 5 millions de logements sociaux, que peu d'agences, en tout cas pas à ma connaissance, ont décliné cette activité. C'est une vraie chance. Je vais vous montrer cet article de la loi de décembre 2014, qui est donc une modification de l'article du Code général des collectivités territoriales et qui prévoit bien donc à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confié en gérance. Ce mandat, nous l'avons mis en place, il est prêt, il est encore une fois très technique, donc je ne vais pas vous l'exposer ici. Il a été validé par des trésoreries, validé par un représentant de l'État. Nous allons, dans les mois qui viennent, vous préparer une formation pour ceux qui le souhaitent sur le syndic de copropriété, sur les collectivités locales et territoriales, avec l'aide, bien évidemment, du groupement des administrateurs d'immeubles et avec l'appui de la Chambre nationale. Et nous allons vous donner une offre importante à destination de ces maires que vous connaissez tous, tout en respectant le maillage territorial. Et ça, j'insiste bien là-dessus. Voilà. La liberté, c'est la liberté du mandat qui est donnée effectivement dans le cadre de la Convention, voilà, simplement. Librement négocié, il y aura sûrement une validation qui devra être faite par le conseil municipal, voilà, du mandat et du montant des honoraires de gestion. Voilà. Mais derrière les honoraires, et simplement pour les collectivités, vous savez, dans les collectivités, les petites collectivités, on n'a pas forcément les services pour pouvoir assumer de la fabrication du contrat de bail à son exécution l'ensemble des dispositifs techniques. Je le vois bien. Combien de baux ne répondent pas aujourd'hui, par rapport aux collectivités, aux règles légales? Or, les collectivités et les maires sont les premiers représentants de l'État sur le terrain. Donc, de ce point de vue-là, ils se doivent être aussi irréprochables dans l'application de la loi. Alors, et nous pouvons leur apporter un vrai service. J'insiste bien, les trésoreries aujourd'hui sont exsangues. Manque de matériel, de moyens matériels et humains, moi je l'ai vu. Alors bien évidemment, il y a eu un peu de friction parfois, mais encore une fois, le représentant de l'État a levé ces problèmes et aujourd'hui, je vous assure, ça fonctionne parfaitement. Il y a du travail pour tout le monde, si chacun veut bien évidemment se former et nous allons vous aider à le faire. Voilà. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.